Nous allons donc poursuivre cette journée éthique autour du secret professionnel partagé par une table ronde. Alors après la définition des concepts, le regard juridique du début de matinée, nous allons donc nous intéresser maintenant au champ particulier de la pédopsychiatrie. Alors je relève juste qu'on a entendu jusqu'à présent beaucoup de termes juridiques. J'ai aussi entendu, je l'ai relevé, le terme d'incertitude, de subjectivité, d'oral, d'écrit, de protection aussi. Quand j'entends le mot oral, je pense aussi à la parole. En termes de modalités, donc nous avons à peu près 1 heure de discussion avec les intervenants qui sont ici présents. J'en profite pour les remercier chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Certains viennent des Landes, c'est ça ? Donc ils ont fait le trajet pour nous ce matin, et ici présents. J'en profite pour les remercier chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Certains viennent des Landes, c'est ça ? Donc ils ont fait le trajet pour nous ce matin. Et ensuite, je crois que nous disposerons environ d'1 quart d'heure pour d'éventuelles questions de la part des participants qui vont pouvoir nous adresser leurs questions par chat. Je dois tout d'abord dire, avant de vous présenter, qu'en préparant cette table ronde et en tentant de faire émerger, de détourer différents enjeux, problématiques, questionnements sur le sujet de la pédopsychiatrie, du secret professionnel partagé, je me suis dit qu'en fait nous pourrions y consacrer une journée, voire plus, tant celui-ci au final est vaste, tant les fils que l'on peut tirer sont légion, ce qui nous oblige, et c'est le cœur même du raisonnement éthique, parce que c'est un colloque éthique, à une forme de modestie et d'humilité. Humilité qui par ailleurs s'impose à l'oblige, et c'est le cœur même du raisonnement éthique, parce que c'est un colloque éthique, à une forme de modestie et d'humilité. Humilité qui par ailleurs s'impose à nous, de par le profil même de chacun ici, dans le sens où il n'y a pas d'expert éthicien, et c'est là également l'intérêt de cette rencontre, c'est-à-dire faire naître à partir de la pratique, du réel qui s'impose à nous tous, du cadre qui est celui de chacun. Alors on a parlé du cadre légal, du cadre déontologique, on peut aussi parler du cadre moral, du cadre interne aussi de chacun, de faire naître un questionnement, une discussion en toute légitimité sur le bon, le bien, le juste, en lien avec le sujet qui nous intéresse ici maintenant. J'aimerais citer un neuropsychiatre de Montpellier, qui aujourd'hui est un monsieur âgé de 90 ans, qui s'appelle Marcel Danan, qui a été président du conseil départemental de l'ordre des médecins maintenant. J'aimerais citer un neuropsychiatre de Montpellier, qui aujourd'hui est un monsieur âgé de 90 ans, qui s'appelle Marcel Danan, qui a été président du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault, qui disait « Recommander à un médecin d'appliquer la déontologie est superflu, voire injurieux. N'a-t-il pas prêté serment de le faire ? Il en est de même pour le droit, nul n'est censé ignorer la loi. Par contre, lorsqu'il s'agit d'éthique, les avis peuvent et pourquoi pas doivent diverger. On ne peut imposer une éthique, on doit susciter une réflexion sur la signification de nos actes en tenant compte de leurs tenants et aboutissants. » J'ajouterai aussi une autre définition de l'éthique que j'ai pu trouver, la volonté de bien faire, qui sache douter de ses convictions quand elles sont trop proches de nos intérêts. Donc je vais maintenant présenter nos intervenants ici présents. Donc Madame Christine Menekem, vous êtes assistante familiale et vous accompagnez le docteur Éric Boularan, qui est pédopsychiatre. Tous deux, donc vous faites partie d'un établissement médico-social des Landes qui s'appelle l'Estancade, et qui appartient à l'association Rénovation. Donc c'est à la fois un service d'éducation spécialisé de soins à domicile, donc ce qu'on appelle un CESAD, et un centre d'accueil familial spécialisé. Et nous avons également avec nous Jean-Philippe Soudry. Vous êtes psychologue clinicien, vous travaillez au sein des 2 centres médico-psychopédagogiques, celui de Pessac et celui de Senon, qui font tous deux partie de l'association APAGE, qui est une association nationale avec des déclinaisons départementales, et qui gouverne comme Rénovation un certain nombre d'établissements médico-sociaux. Je précise aussi que devait être parmi nous le docteur Sandra Lemoigne, qui est pédopsychiatre,
qui travaille sur le secteur de la pédopsychiatrie, mais qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Nous le regrettons évidemment vivement. Partagé en pédopsychiatrie, chacune et chacun d'entre vous faites partie d'institutions distinctes qui ont affaire avec la pédopsychiatrie. Nous savons que le maillage du champ de la pédopsychiatrie, du point de vue institutionnel, avec ses multiples acteurs du sanitaire, mais aussi du médico-social, est complexe et souvent méconnu du citoyen lambda. Cela dit, parler de pédopsychiatrie, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est parler d'abord et avant tout d'enfants et d'adolescents, de leurs difficultés, de leurs troubles du comportement, troubles des apprentissages, troubles de l'humeur. C'est parler aussi de souffrances individuelles, familiales, d'histoires, d'événements, parfois traumatiques. C'est parler de contexte social, familial, scolaire. Parler de pédopsychiatrie, c'est aussi parler d'évaluation, de normes, de bilan psychologique, psychomoteur, orthophonique, de diagnostic groupe, mais aussi d'institutions, de partenariats. C'est parler de relations de confiance. Ce mot confiance, je pense que c'est quelque chose de central. D'espace thérapeutique, tout à l'heure on parlait d'alliance thérapeutique, de notes personnelles, mais c'est aussi parler de réunions d'équipe, de dossiers, d'informations, de transmission, de stockage aussi, de traces que l'on va laisser. Parler de pédopsychiatrie, enfin, c'est parler de santé mentale, de vie psychique, mais aussi de corps, de développement, de devenir. Car on parle d'enfants et d'adolescents, de transformation. Tout d'abord, je pense qu'il est important, avant d'aborder la question du partage, parce qu'on va essayer d'avancer progressivement dans la réflexion, que chacun de vous puissiez nous faire part, en lien avec votre fonction, et peut-être vous allez pouvoir développer plus sur chacun d'entre vous, sur vos institutions et la fonction que vous occupez, l'idée même du secret et du secret professionnel, et puis après on déroulera petit à petit sur la santé mentale, l'enfant, l'adolescent et le partage justement. Alors je vais commencer par vous, Christine Manneron. Qu'est-ce qui fait secret selon vous? De quoi parlons-nous quand on parle de secret? Alors je vous passe le micro. Alors pour répondre à cette question, je risque de déroger à la consigne puisque ça va être très difficile pour moi de ne pas lier et le secret professionnel et le secret professionnel partagé, à la fois par rapport à mon métier d'assistante sociale, également de thérapeute familiale, qui pour moi est une richesse et une complexité d'emblée, puisque c'est un métier qui se situe dans l'interface justement entre l'intra, l'extra pour le niveau institutionnel, entre les différents. C'est un métier qui se situe dans l'interface justement entre l'intra, l'extra pour le niveau institutionnel, entre les différentes personnes, le patient ou le client, ou il y a plein de termes, la personne en tout cas, ou le groupe que l'on reçoit, cette personne et sa famille, la personne et son contexte professionnel ou scolaire en fonction de l'âge. Donc déjà d'emblée, mon métier se situe un petit peu à l'interface justement de ce secret professionnel partagé. Pour moi, les missions même de l'assistante socio-éducative hospitalière, tel que le décret du 26 mars 1993 le définit, également met en relation le secret professionnel et le secret professionnel partagé, puisqu'il définit les assistants de service social ont pour mission de conseiller, orienter, soutenir les personnes accueillies et le professionnel et le secret professionnel partagé, puisqu'il définit les assistants de service social ont pour mission de conseiller, orienter, soutenir les personnes accueillies et leurs familles, de les aider dans leur démarche et d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales. Donc il y a déjà cette jonction. Si je prends la notion également de déontologie, pour moi, on est directement au cœur de ce paradoxe, puisque la déontologie... Excusez-moi, je vous interromps, parce que les assistantes sociales ont leur propre code de déontologie. Tout à fait. D'accord. Mais
au-delà du code de déontologie que l'on peut reprendre avec l'ANAS, il y a d'emblée la définition même, l'étymologie de déontologie qui nous place au cœur du paradoxe. Reprendre avec l'ANAS, il y a d'emblée la définition même, l'étymologie de déontologie qui nous place au cœur du paradoxe avec, alors comme je ne sais pas le grec, je ne prononcerai pas, mais le mot qui veut dire faire, et logos, qui est le discours. Et donc, on est au cœur de nos professions, en lien avec toujours l'intérêt de la personne. Ça doit être au service de la personne que l'on est en train d'accompagner, dans le soin, l'action sociale, etc. Vraiment au cœur, juste à cette jonction entre faire et dire, qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on dit, qu'est-ce que l'on doit taire dans notre action. Alors peut-être que vous pourriez peut-être nous préciser un peu comment ça fonctionne au niveau du centre Abadie, au niveau du public qui est accueilli, l'âge des enfants, des adolescents, voilà, qu'est-ce qui se joue en fait qui a été créé en 92 et finalement dès 92 on avait pris le principe d'un secret professionnel partagé alors qu'il n'était pas encore défini tel qu'en 2016, mais où d'emblée il y avait eu la notion de travailler avec des adolescents. Alors on ne reçoit que des adolescents dans ce service-là, à la différence d'autres services. Donc adolescents en termes de tranche d'âge, pour préciser. Alors en fait on prend la notion de seuil pubertaire comme notion principale au-delà de l'âge. Donc un jeune pubère qui aurait 12 ans peut être admis dans notre service. En revanche, comme il y a eu vraiment beaucoup plus d'indications, on réserve justement les possibilités d'hospitaliser aux jeunes adolescents et très très jeunes adultes. Les jeunes adultes sont maintenant beaucoup plus orientés directement en psychiatrie adulte. Pour préserver. Donc on est sur une tranche d'âge 8 ans. 12-18. D'accord. Dans la plupart du temps, effectivement. Donc, et donc ils sont orientés par les médecins traitants. Qu'est-ce qui fait que comment ça se passe ils sont orientés pour le service d'hospitalisation en tout cas, puisqu'il y a aussi des services de consultation, d'hôpital de jour au sein du centre Abadie. Pour ce qui est du service d'hospitalisation, ils sont orientés directement par certains services d'urgence, que ça soit des urgences médicales, comme par exemple l'hôpital des enfants à Pellegrin. Ça peut être et tous les autres services d'urgence, les urgences psychiatriques comme le CECOP de Perrins, mais aussi d'autres services psy. Ils peuvent être orientés effectivement par des médecins, qu'ils soient généralistes, qu'ils soient spécialistes, par des psychologues, par des infirmières scolaires, mais également par des familles soucieuses avec une inquiétude spécifique par des psychologues, par des infirmières scolaires, mais également par des familles soucieuses avec une inquiétude spécifique par rapport à des symptômes qu'ils commencent à repérer chez leurs ados et qui demandent de l'aide. En général, ça passe par une consultation qui ensuite propose l'hospitalisation. Après, on va continuer le tour. Mais est-ce qu'il y a eu nécessairement passage à l'acte chez l'adolescent? Pas nécessairement, d'accord. Non, la plupart du fait du nombre de demandes, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui arrivent après une tentative de suicide, mais des jeunes en extrême souffrance qui ont des idées suicidaires et qui sont vraiment dans cette détresse et cette souffrance psychique intense peuvent être hospitalisés en prévention. Tout à fait. Bon, donc j'entends que finalement, pour vous, la question du secret est indissociable de celle du partage, en quelque sorte. Il n'y a pas de secret. On a fait le choix, en tout cas, de travailler en équipe pluridisciplinaire d'emblée. Mais pour votre fonction, le docteur Boularan et vous, Madame Ekem, qu'est-ce qui fait secret pour vous et qu'est-ce que ça évoque pour vous avant même d'aborder les questions de partage. Et puis, l'objet aussi de la table ronde ici, c'est peut-être de faire un pas de côté par rapport à la présentation juridique et au cadre qui s'impose à nous, parce que dans la pratique ça se passe autrement et voilà, le réel est différent aussi peut-être parfois et nous surprend aussi. Oui, moi j'aurais souhaité plutôt que de parler de secret partagé, d'informations partagées. Voilà. Parce que du moment que c'est partagé, pour moi c'est plus un secret. Donc c'est la bascule du secret dans l'information. Voilà. Mais si on revient au secret, et dans votre pratique, et peut-être vous allez pouvoir nous expliquer aussi comment vous travaillez et comment ça se passe. Alors,
Avec ma collègue Madame Ekem, donc, qui est assistante familiale, nous travaillons pour un service qui accueille des enfants et des adolescents que les Québécois appellent les SPA. C'est pas pour moi, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas voilà. Donc c'est-à-dire des enfants, une histoire de vie totalement dramatique, tragique plutôt, et dramatique aussi, puisque souvent il nous faut retracer tout leur parcours de vie, qui est tellement chaotique qu'on ne sait même pas, par exemple à 12 ans, où est-ce qu'ils ont été scolarisés, où est-ce qu'ils ont été hébergés, parce qu'ils ont été placés, déplacés, replacés. Donc ça aussi, on est obligé d'aller faire une espèce d'enquête policière, donc là aussi de partager des informations, d'aller rechercher parfois des secrets, et des secrets familiaux aussi, parce que des fois on ne sait même pas quelle est l'origine de ces enfants, quel est le père, la mère on sait à peu près, mais des fois le père on ne sait même pas. Donc ces informations-là, moi je pense qu'on ne peut pas travailler tout seul dans son coin lorsqu'on s'occupe de ces enfants-là. Par rapport à la question du secret, est-ce que vous, dans votre pratique, comme médecin pédopsychiatre, vous vous retrouvez dépositaire de certains secrets, et à ce moment-là, est-ce que vous vous êtes confronté du coup à vous demander, est-ce que vous, dans votre pratique, comme médecin pédopsychiatre, vous vous retrouvez dépositaire de certains secrets, et à ce moment-là, est-ce que vous vous êtes confronté du coup à vous demander qu'est-ce que j'en fais finalement, comment je porte ça c'est quotidien. Par exemple, un jeune homme qui vient me raconter que Madame Ekem, chez laquelle il vit, il a des attirances sexuelles ou pulsionnelles ou de violence. Comment je peux garder ça pour moi? Parce que je crois que vous avez déjà eu des soucis, notamment avec des jeunes hommes qui avaient des pulsions sexuelles. Donc comment je peux garder ça, parce que j'ai aussi à mettre en sécurité une famille d'accueil qui accueille 24 heures sur 24 chez elle, avec sa famille, avec ses enfants, dans son cadre familial. Donc la question de la sexualité, la question de la violence. Donc ça pose, on l'entend déjà. La question de la violence. Donc ça pose, on l'entend déjà, la question de la protection ensuite, on l'a évoqué tout à l'heure, mais la protection de qui? Parce que finalement, de qui parle-t-on? C'est aussi protéger l'enfant, parce qu'on sait aussi que des actes de violence répétés, des débordements répétés et très importants risquent de mettre à mal son accueil et à nouveau de créer une discontinuité de son parcours de vie qui est déjà bien discontinu. Alors, après, je passerai la parole, mais si on reste sur l'institution que vous représentez, vous travaillez en équipe, je suppose, et donc on en parlera tout à l'heure du travail en équipe, mais juste pour situer comment est constitué en fait au niveau des professionnels. Donc moi j'ai un petit temps, évidemment, les médecins ont souvent des petits temps un peu partout. Vous n'êtes pas les seuls. J'ai une collègue psychologue qui est à plein temps, donc voilà. Il y a de la chance. 2 éducs spécialisés, c'est une petite équipe, l'équipe élargie, un directeur. Et puis l'équipe élargie aux assistants familiaux, puisque la spécificité de ce service-là, c'est aussi de s'appuyer sur des accueils familiaux. Donc, vous voyez, la notion d'information partagée. Elle est souple, en fait. Elle est large et là, c'est l'action du périmètre aussi. Oui, du périmètre, de quelle information donner. Quand j'entends les recommandations des collègues, des étudiantes juristes disant qu'il faut séparer faire comme l'a dit un chatter, un vaudeville d'entrée de sortie. C'est vrai que je peux l'entendre intellectuellement. Après, en pratique, mais même dans le sens de ce qu'on propose à ses enfants et à ses parents, ça me paraît quand même un peu très loin de la pratique et de l'intérêt même de l'enfant. Bien sûr. Madame Ekem, peut-être vous allez nous... vous êtes, en fait, comment ça se concrètement par rapport à l'Estancade, en fait, comment vous vous positionnez? Vous êtes salarié de l'Estancade ou, Oui. D'accord, c'est ça. Oui. Et donc, on peut vous considérer comme professionnel, assistant familial. Bien sûr. D'accord. Qui participait du coup à l'ensemble du fonctionnement de l'institution. Oui. Alors, On fait partie d'une équipe. Oui. D'accord. Alors donc vous accueillez en fait ces jeunes, des enfants qui me sont confiés par l'Estancade. D'accord. Et qui du coup, alors bon, il y a un projet, j'imagine, qui est défini au départ par rapport à ce jeune. Je pense qu'au départ,
quand vous recevez les candidatures, enfin, je sais pas comment vous pouvez appeler ça, en fonction du profil de l'enfant, on va orienter vers telle ou telle famille d'accueil parce qu'on a chacun. Non, non, surtout pas. Et je sais plus où j'en étais. Voilà. Par rapport au travail qu'en fait et à l'accueil des jeunes qui. Voilà. Et après, on va, il va y avoir, on va parler, on va partager avec l'équipe, on va échanger, savoir si ça correspond à ce que. Donc du coup, on est obligé d'avoir des informations, de partager des informations, parce que on a besoin nous de mettre notre famille en sécurité, de la protéger, pour pouvoir aussi proposer un accueil bienveillant et sécurisant pour ces jeunes. On a besoin de connaître certaines informations pour éviter certaines erreurs ou. Donc, on entend qu'en fait, on parle beaucoup d'informations finalement. Et je reviens juste à ma question de départ. Le mot secret pour vous, qu'est-ce qu'il évoque? Donc, on entend qu'en fait, on parle beaucoup d'informations finalement. Et je reviens juste à ma question de départ. Le mot secret pour vous, qu'est-ce qu'il évoque pour vous en fait, par rapport à l'exercice de votre profession? Je vais juste un peu plus développer. Est-ce que le secret, on pourrait l'entendre comme l'enfant ou le jeune qui dépose un secret, mais ça peut être aussi le professionnel qui lui-même, par son élaboration, par son travail aussi de co-construction, va être aussi lui-même peut-être détenteur d'un secret par rapport à sa réflexion personnelle. Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que ça évoque pour vous la question même du secret? Est-ce que par rapport aux jeunes que vous accueillez, vous êtes confrontés à vous poser ce genre de questions, ou si on quitte un peu juste la notion d'information? Mais en fait, ça nous arrive de recueillir. Par rapport aux jeunes que vous accueillez, vous êtes confrontés à vous poser ce genre de questions, ou si on quitte un peu juste la notion d'information? Mais en fait, ça nous arrive de recueillir des confidences. Voilà. Hein, des enfants qu'on accueille. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que eux, ils nous déposent ça en toute confiance. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait Oui. après? Bien sûr. Surtout par rapport à ce que vous disiez, qu'il y a beaucoup d'inconnus par rapport à leur histoire, peut-être en particulier. On a la chance de travailler dans une petite équipe, avec une petite équipe, et où on peut en confiance partager, parce que où on peut en confiance partager, parce que quand on a ce genre d'informations, le garder juste pour soi, c'est extrêmement lourd. Et du coup, jusqu'à présent, on a toujours pu échanger. Et c'est même vital pour la continuité Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Moi, je vois pas comment on peut cloisonner ce genre d'informations. Après, je crois que vous êtes souvent embêté quand l'enfant vient vous dire j'ai un secret, je veux pas que tu le dises. Voilà, est-ce que jusqu'où je dois obtempérer, quelle est la nature de ce secret? Donc c'est souvent, je sais que souvent vous mettez auprès des préalables. Hein, je ne le répéterai pas si je pense que je ne dois pas le répéter. Hein, je crois que c'est de cet ordre-là. Pardon. Oui, enfin, en tout cas, pour moi, je préfère leur dire, en fonction de ce que tu vas me déposer, me révéler, je serai peut-être obligée de le partager avec le reste de l'équipe. Je peux pas te garantir que... voilà. Donc là, ça, on pense aussi à ce que ça nous dit en termes aussi peut-être de consentement, enfin en tout cas par rapport aux jeunes. Jean-Philippe, si on revient à ma question de base, mais après on va avancer sur l'idée même de secret. Alors là, pareil, comment ça fonctionne au niveau des CMPP?
quelle fonction vous exercez au sein du CMPP, enfin, par rapport à votre pratique et votre regard justement sur cette idée de secret. Alors, cette question de secret qui est soumise au secret professionnel, si ce n'est autrement que par mon statut de fonctionnaire dans un établissement où le secret est partagé. Donc effectivement, voilà, en tant qu'exerçant dans un établissement public de santé ou médico-social, je suis soumis dans l'équipe au secret. Mais ma profession, pourtant, elle est concernée par le secret assez directement. Dans sa déontologie et puis surtout spécifiquement dans son exercice clinique. Pouvoir parler librement aux psychologues implique une forme de confiance et d'espace de confidence qui appelle au secret. Et c'est tout le paradoxe. Alors c'est tout le paradoxe et tout l'intérêt et qui, je crois, dans ce qu'on vient de dire, est peut-être décuplé dans le fait que je suis psychologue pour enfants et pour adolescents. C'est-à-dire que en tant que psychologue et en tant qu'adulte sur ce qui m'est dit, qui fait que cette question de je rebondis sur ce que vous venez de dire, ce que je vais pouvoir ou pas garder de ce qui m'est partagé, elle se pose. Ne serait-ce que parce que certains secrets, si je les garde avec l'enfant et que je ne les divulgue pas ailleurs, je le laisse peut-être porter un fardeau bien trop lourd pour lui. Alors comment fonctionne un CMPP parce que dans ma présentation, j'ai un peu comme ça tiré des fils. Alors il y a la question effectivement de la confiance, de cette alliance dont on parlait tout à l'heure. Mais il y a aussi les questions des bilans, il y a aussi les questions des consultations avec les médecins. Voilà, donc il y a tout un panel. Oui. Alors, effectivement, le CMPP, c'est un centre de consultation médico-psychologique qui fonctionne pour ceux que je fréquente, puisque tous les CMPP de France ne fonctionnent pas à la façon. Mais donc c'est un établissement où les parents viennent demander librement des consultations pour leurs enfants. Sous l'égide de médecins référents et donc on pratique des consultations médecins psychiatres, pardon, oui. On pratique des consultations face à tout un type de symptômes qui ont été évoqués tout à l'heure, des traitements, des prises en charge psychothérapeutiques, en psychomotricité, en orthophonie, enfin on est toute une équipe pluridisciplinaire, des prises en charge en groupe, des prises en charge en famille. Et avant la prise en charge, il y a toute une étape de consultation, effectivement, donc qui va de l'entretien médical à tous les bilans possibles qui seraient nécessaires pour avec ce que ça pose comme de consultation, effectivement, donc qui va de l'entretien médical à tous les bilans possibles qui seraient nécessaires pour avec ce que ça pose comme ce qui a été soulevé dans les éléments ce matin, du partage en équipe pluridisciplinaire, d'un partage qui peut parfois se démultiplier puisque les enfants ont des multiples prises en charge aussi au sein de la structure, mais aussi à l'extérieur. Donc on est amené à recevoir tout un tas de partenaires scolaires, sociaux, libéraux. Alors par rapport à ces questions, parce qu'on voit que on voyait cette bascule entre secret, information. On est quand même dans le champ de la santé mentale. Tout à l'heure, on a eu une présentation juridique plutôt large, en fait, sur le secret professionnel. Spécifiquement, la question de la santé mentale, elle induit justement peut-être une réflexion autre, parce qu'il s'agit quand même de vie psychique, on parlait de confiance. Est-ce que, d'après vous, il y a une spécificité par rapport à la question du secret, Madame Manneron? Ah, pardon. Oui, je pensais
par exemple, dans le service où j'exerce au centre Abadi, il y a vraiment la spécificité par rapport à ces jeunes adolescents qui sont hospitalisés, où le cœur du travail se situe dans l'intime de ce que vit cet adolescent, qu'il va pouvoir confier en confiance, pour reprendre les termes, aux psychologues, aux psychiatres, aux infirmiers, aux aides-soignantes également qui sont là, de l'intime de la famille que je reçois lors de l'hospitalisation avec ma collègue assistante sociale, confiance nécessaire pour tisser l'alliance thérapeutique dans le cadre d'une hospitalisation, pour tisser l'alliance d'un accompagnement dans d'autres secteurs. Donc il y a effectivement cette spécificité, puisque le travail lui-même se situe vis-à-vis de l'intime. Et le secret, justement, se définit entre ces deux pôles que sont l'ordre public, mais également, justement, la sphère privée qui doit être préservée. Donc on est immédiatement au cœur, en parlant de jeunes suicidants, sur cette ligne de crête, justement, avec la notion toute spécifique dans le cadre de ces hospitalisations, lorsque nous sommes confrontés à des dires des adolescents ou des familles qui nous amènent sur une problématique de protection. Et là, on est entre le secret dans le cadre de ces hospitalisations, lorsque nous sommes confrontés à des dires des adolescents ou des familles qui nous amènent sur une problématique de protection. Et là, on est entre le secret professionnel et toutes les dérogations, au contraire, alors les dérogations au secret professionnel ou les obligations de nommer à la justice s'il y a par exemple révélation d'agression, etc. Bien sûr. Donc là, ça posera, on l'abordera peut-être tout à l'heure. Pour moi, il y a vraiment la question de l'intime et du coup du secret comme outil pour tisser cette alliance. Alors comment penser justement cette question de l'intime, de la subjectivité finalement, tout à fait. Et d'une forme d'objectivité, parce que pour moi information, je l'associe à quelque chose d'objectif en fait, qui pourra peut-être circuler plus facilement, alors que non, vous n'êtes pas d'accord? J'ai du mal avec la notion circuler plus facilement, alors que non, vous n'êtes pas d'accord? J'ai du mal avec la notion d'objectivité. Dans le sens où, pour moi, ça serait une espèce de réalité incontestable. Oui, mais vous n'êtes pas sans savoir que des diagnostics sont posés parfois, des grilles de lecture avec voilà, des pathologies qui sont nommées. Un enfant qui va être TDAH, voilà, et qui va apporter ça. On pourra aussi voir ce qu'il en est après des traces, du stockage des informations, mais objectivité dans ce sens-là, c'est-à-dire le diagnostic médical qui est posé peut-être à un moment donné et qui peut-être va s'imposer en quelque sorte et qui va être ensuite peut-être diffusé via des dossiers, via des courriers. Qu'est-ce que... Mon diagnostic à telle heure, tel jour, voilà. Mon hypothèse c'est ça, parce que j'aime bien quand même savoir vers quoi ce qu'on travaille et vers quoi on peut amener ces enfants et cette famille dans les soins et dans le soin au sens de prendre en soin et de prendre soin de cet enfant, adolescent et cette famille. Donc pour moi le diagnostic il me paraît assez fondamental. Alors après, jusqu'où faut-il le diffuser ce diagnostic? Parce que par exemple ma collègue assistante familiale a besoin de savoir que ce jeune homme, cette jeune fille est très autistique, est un trouble du spectre autistique ou autre chose. Alors là aussi je crois que c'est un long travail avec vous d'essayer de définir les symptômes qui peuvent inquiéter, qui peuvent quand même se révéler au domicile et face auxquels parfois vous savez pas du tout comment réagir. Mais si je pouvais me permettre, la question de l'intime elle est très importante, mais face auxquels parfois vous savez pas du tout comment réagir. Mais si je pouvais me permettre, la question de l'intime elle est très importante, mais c'est le paradoxe actuel avec l'extimité permanente des réseaux sociaux. Alors l'extimité, si vous pouvez juste
C'est le déballage, je vais quand même souvent dire ça, hein, le déballage sur les réseaux sociaux notamment, sur les Facebook, de la vie intime, de la vie profonde intime de nombre d'adolescents et même de préadolescents et de leurs parents parfois, qui à nous on nous oppose le secret alors que on voit une diffusion parfois très large sur ces réseaux sociaux avec après des histoires de harcèlement, le harcèlement sur les réseaux sociaux part aussi parfois de l'extimité, hein, de la révélation au monde extérieur de leur intimité. Les pactes suicidaires, enfin il y a tout un tas de paradoxes comme ça de notre société moderne. Jean-Philippe, qu'est-ce que vous avez comme regard part aussi parfois de l'extimité, hein, de la révélation au monde extérieur de leur intimité. Les pactes suicidaires, enfin il y a tout un tas de paradoxes comme ça de notre société moderne. Jean-Philippe, qu'est-ce que vous avez comme regard par rapport à ces questions d'intime, mais aussi de diagnostic posé Je dirais que par rapport à votre fonction même de thérapeute. Je dirais, pour le dire de manière très générique, que la question de la distinction entre ce qui serait le secret et ce qui serait l'information secrète, enfin de mettre l'idée d'information dedans, me fait penser que il s'agit de qu'est-ce qui est secret, là où dans ma fonction, ça fait peut-être redondant avec ce qui a été dit ce matin, mais que ce mot secret, il est quand même rempli de tout un tas de significations qui s'entremêlent, que c'est ce qui est caché, ce qui est isolé, mis au secret, mais c'est aussi, pour moi, le secret, c'est aussi ce qui est difficilement saisissable, c'est-à-dire ce qui est réservé aux initiés. Le secret, c'est aussi ce qui serait tellement confidentiel que si on le divulguait, ça pourrait nuire à la personne, nuire aux intérêts nationaux, enfin, les services secrets ou les secrets d'État. Et puis c'est aussi cette intimité, c'est-à-dire les secrets du cœur, les secrets de la sexualité, le jardin secret, et c'est un peu tout ça à la fois. Et au fond, est-ce que nous devons à chaque fois nous poser la question du statut et de la fonction de ce qui est secret? Et c'est d'autant plus vrai chez l'enfant et l'adolescent. Oui, et alors j'ai envie de dire, en tant que psychologue, c'est d'autant plus vrai pour la vie psychique, parce que ce n'est pas la même chose s'il s'agit d'un secret dont la personne est consciente et qu'elle décide de à qui elle veut ou pas le dévoiler, ou s'il s'agit d'un secret qui est ignoré par le patient. Je veux dire, voilà, pour le psychisme, ce qui est secret, c'est aussi ce qui est refoulé, ce qui est inconscient, ce que je vis ou que je fais automatiquement sans le contrôler, sans le comprendre, sans savoir pourquoi je ressens telle ou telle chose. Et donc, on parlait, on peut imaginer combien l'information, si j'ai consenti à ce qu'elle se divulgue, après peut partager. Et alors, c'est peut-être une pirouette, mais j'aurais envie de dire que finalement, là où le sujet a des parts de lui-même secrètes, se tisse le psychisme. C'est là que la vie psychique et c'est là que la santé mentale s'opère ou se travaille. Alors, j'ai perdu la question. Si maintenant on évoque cette question du partage, justement, du travail, que ce soit en institution, du travail avec les partenaires aussi, j'imagine que vous êtes confronté à nouer des partenariats avec que ce soit d'autres institutions, qu'elles soient sanitaires, médico-sociales, peut-être la justice,
Alors, on n'est pas confronté. Moi, je pense qu'on est. La justice. Alors, on n'est pas confronté. Moi, je pense qu'on est obligé. Obligé. Dans le sens qu'un enfant tout seul, ça n'existe pas. Un bébé tout seul, ça n'existe pas. Donc, imaginez qu'on ne peut pas travailler avec l'éducation nationale, avec. L'éducation nationale, bien sûr. Oui, l'éducation nationale notamment. C'est leur travail à eux, l'éducation nationale. Alors, est-ce que vous êtes confronté à travers ces liens qui sont créés à des véritables questionnements, à des doutes sur l'éducation nationale, ils aiment quand même bien savoir qu'est-ce qu'a cet enfant. Hein, mais moi souvent je me dis mais c'est aussi pour savoir comment mieux s'adapter à ses troubles du comportement, à sa façon de faire, à pourquoi il faut que je l'exclue systématiquement, pourquoi je sens souvent plutôt une envie de bien faire et de prendre soin des personnels de l'éducation nationale plutôt qu'une curiosité à avoir pourquoi il faut que je l'exclue systématiquement, pourquoi je sens souvent plutôt une envie de bien faire et de prendre soin des personnels de l'éducation nationale plutôt qu'une curiosité à avoir un secret du diagnostic ou des histoires un peu rances familiales, hein, parce qu'on est aussi souvent confronté à des histoires familiales quand même. Tout à l'heure, avec la présentation de Claire Bourgeois là, sur la loi, était évoquée la question d'équipe de soins. Et justement de la définition, de l'incertitude parfois à définir où commence, où s'arrête l'équipe de soins. Est-ce que, par exemple, des partenaires comme l'éducation nationale rentrent dans le périmètre ou est-ce qu'on commence un peu à déborder? Madame Méneron. Je crois qu'il y a des précautions à prendre. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, il faut garder en tête les 3 conditions nécessaires qui ont été mentionnées. Avec qui? Est-ce que c'est vraiment l'intérêt de la personne? Est-ce que c'est absolument nécessaire? Avec également, pour moi, la nécessité de différencier, par exemple, une information nécessaire à une meilleure compréhension, du coup, à un meilleur accueil, y compris au niveau scolaire, de partager, par exemple, avec l'infirmière scolaire, avec l'assistante sociale scolaire, avec le médecin ou le psychologue scolaire, qui, eux, vont pouvoir avoir non seulement l'accueil des informations partagées, mais avec un discernement et une éthique que l'on peut globalement partager. Ce qui me paraît différent, par exemple, de donner l'information à un CPE ou un prof. En l'occurrence, pour moi, je vais me limiter à partager soit au sein de l'équipe en lien avec la référence d'équipe de soins, soit pour ce qui est du hors hospitalier, dans ma fonction d'assistante sociale, avec des personnes, conditions en quelque sorte des pairs finalement, que ce soit l'assistante sociale, le psychologue scolaire. D'accord. Qui peuvent garantir, pour moi, le secret, pour revenir à la première question, c'est un outil dans cette alliance d'accompagnement, dans cette alliance de soins. Et comme tout outil, ça va dépendre de la façon dont il va être utilisé. En soi, il n'est ni bon ni mauvais. De la même façon que le secret partagé n'est ni un écueil, ni une référence absolue. Tout dépend de la façon dont on va pouvoir utiliser ces 2 versants. Je ferai le lien un petit peu abusif, mais avec par exemple, si je reprends des références attachmentistes, pour moi, ça serait le secret comme base de sécurité. Qui tisse l'alliance thérapeutique, qui tisse l'alliance pour des références attachmentistes. Pour moi, ça serait le secret comme base de sécurité, qui tisse l'alliance thérapeutique, qui tisse l'alliance pour un accompagnement. Et puis ensuite, s'il y a cette base de sécurité dans la relation thérapeutique, dans la relation d'accompagnement social ou en fonction des différentes professions que l'on exerce, après on peut se permettre l'exploration, partager un secret pour pouvoir mieux accompagner encore, mettre en place des plans d'action thérapeutiques, sociales, etc. Donc, pour moi, il y a cette jonction et de la façon éthique dont on va utiliser et le secret professionnel partagé.
Jean-Philippe. Je souscris complètement et ça me fait me dire que il est important de savoir avec qui l'on peut partager, mais ça ne nous exonérera de toute façon pas de savoir comment nous allons pouvoir partager. Que le comment est essentiel et que dans cette question du secret professionnel partagé, il faut se questionner sur cette fonction de partage qui, bien sûr, elle est au bénéfice du patient, ça je crois que tout le monde l'entend, mais elle implique sans doute des ajustements qui ne seront pas les mêmes en fonction de chaque situation, en fonction de qui de l'équipe est sollicité, et qu'effectivement, enfin, je rejoins aussi, un enfant tout seul, ça n'existe pas, mais ce que l'on peut se dire, on ne se le dit pas de la même façon, en fonction de qui on est, d'où on parle, et de qui on parle, un peu comme je pourrais dire que le rapport au secret ne va pas être le même avec un enfant de 6 ans ou avec un enfant de 14, puisque ce ne sont pas les mêmes enjeux ou les mêmes questions. Donc ça rejoint la question du développement que j'évoquais tout à l'heure. Madame Ekem, vous en pensez quoi de ces questions-là? Vous avez, par rapport justement de votre position là, d'assistante familiale et justement par rapport aux compréhensions nécessaires de ces informations? Pour nous, le secret, et le partage d'informations, ça se limite relativement à l'équipe. Parce que pour ce qui est du scolaire, hein, par exemple, on va pas avoir directement affaire. D'accord, il y a les éducateurs qui prennent en charge, donc on se dédouane un petit peu de ça. On pourrait se poser la question, nous, qu'est-ce qu'on va partager comme information avec notre conjoint, par exemple, hein, ou le reste de notre famille. Donc souvent c'est plutôt, en tout cas pour moi, c'est souvent plutôt ce type de questions que je vais me poser. Qu'est-ce que je vais pouvoir divulguer? Qu'est-ce que je vais pouvoir partager pour protéger les miens et protéger aussi l'enfant? Qu'est-ce que je vais pouvoir partager pour protéger les miens et protéger aussi l'enfant et offrir l'accueil le plus bienveillant que je puisse lui offrir. Oui, bien sûr, cette question du périmètre, ça me fait penser au contexte des cas contacts. On est le cas contact du cas contact. À un moment donné, où ça arrête? C'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Oui, et vous-même, vous êtes soumise du coup à cette exigence aussi de savoir ce que vous en faites en fait. Mais mon questionnement, c'était aussi par rapport à la compréhension des. On parlait tout à l'heure de diagnostic, voilà, il y a des questions de psychopathologie aussi, de diagnostic qui est posé. Il peut y avoir parfois des traitements aussi chez certains enfants, adolescents. Comment s'opère justement cette compréhension mutuelle d'informations qui sont plus d'ordre médical, Alors tout à l'heure, j'ai eu quand même. Quelqu'un a dit dans le chat qu'il avait été se former pour comprendre le psychiatre avec qui il travaillait. Alors j'espère, mais quand même que je jargonne pas à ce point et que par des mots les plus simples possibles, mais pour expliquer une psychopathologie, c'est pas toujours simple, surtout en fonction des référentiels que l'on a, et de l'âge, mais surtout, je pense à mes collègues assistants familiaux. Je pense que c'est important aussi d'essayer de leur faire comprendre pourquoi le psychisme entraîne ces enfants à fonctionner comme ça, ou les hypothèses, parce que moi, je suis pas chaman, je ne sais pas toujours ce qui se passe dans leur tête, donc on essaie de réfléchir ensemble. Mais souvent, c'est vous qui avez plus de secrets à nous confier que moi. La pulsionnalité, la sexualité, les garçons qui se masturbent en permanence dans les toilettes. Enfin, c'est vous qui pouvez le vivre. Et donc ça. Parce que c'est du quotidien. Donc. Comme quoi, il y a un échange en fait. Toujours. Il n'y a pas d'un côté des experts qui sont détenteurs d'un savoir. Moi, je suis expert en psychiatrie, elle est experte en accueil familial. Voilà, si vous voulez. Voilà, chacun son domaine d'expertise. Voilà. Et d'ailleurs, si elles sont triées sur le volet, parce qu'elles sont expertes pour accueillir ces enfants aussi compliqués. Le qui vole, qui casse, voilà. Alors, est-ce que je vois qu'il y a la juriste qui est là? Qu'est-ce que j'en fais des informations comme ça? Moi, je peux pas les divulguer.
Alors qu'en tant qu'adulte, et pas en tant que thérapeute, mais en tant qu'adulte, je pense que j'ai un rôle quand même vis-à-vis de la société. Je regarde notre juriste qui est là-bas. Alors, je me permets de répondre sur ce point-là. Alors, on va dépasser un peu le cadre du secret partagé, parce que ça, c'est aussi la révélation du secret. Donc, c'est dans ce qui était permis ou pas par la loi. Dès lors qu'il y a des textes qui sont stricts là-dessus sur quelle information je peux partager, je parlerai pas de la maltraitance ou des actes à l'encontre des personnes, genre par exemple révélation de viol, mais quand vous avez un adolescent qui vous révèle en fait qu'il a volé, vous pouvez pas normalement divulguer cette information-là. Par contre, si jamais il va vous dire je vais aller chez cette personne-là et je vais aller commettre un acte, là pour le coup il y a une permission de la loi qui vous permet, parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas encore fait, de parfois révéler cette information pour protéger voilà, une autre personne. Donc c'est à regarder à un niveau voilà, toujours un peu compliqué. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est pas prévu? Et si c'est pas prévu par la loi, normalement ce n'est pas permis. Alors souvent, merci pour votre réponse. Souvent, ce qui est compliqué ensuite, c'est la rupture de l'alliance et la rupture de la confiance. Donc, est-ce qu'on doit dénoncer, faire de la délation, ou est-ce qu'on doit, moi j'ai travaillé dans un pays en Suisse où dénoncer, ça ne pose aucun problème. C'est voilà, nous, je pense que c'est peut-être un reste de 39-45, mais dénoncer, c'est très compliqué pour nous. C'est plus de la délation et comme disaient les enfants, c'est caca. Alors que moi, je pense qu'en tant qu'adulte, mon devoir, ce serait de dire à cet enfant-là, non, je peux pas te permettre d'aller voler. J'ai un autre problème aussi, ce sont notamment les jeunes filles qui tous les 4 matins viennent me raconter que papa l'a tripoté, mais c'est tous les 4 matins. C'est-à-dire que quelle crédibilité, là ça pose la question de la crédibilité du secret, et comment je peux faire face à ça. Et alors, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on fait des informations préoccupantes. Au bout d'un moment, je ne sais plus que faire de ce secret-là. 1 fois, 2 fois, 3 fois, on fait des informations préoccupantes. Au bout d'un moment, je ne sais plus que faire de ce secret-là. Je voudrais ajouter sur cette question. Je me permets juste d'intervenir sur ce point. Allez-y. Là, c'est pareil, on n'est plus dans la notion de secret partagé, mais dans ce qui est permis et obligé par la loi. Quand vous êtes travaillé dans une institution, et ce qui est quand même permet quand même peut-être justement de ne pas être celui qui révèle, mais plutôt l'institution qui révèle, vous avez toujours cette possibilité de prévenir et enfin en tout cas de discuter avec ce qu'on appelle l'article 40 du Code de procédure pénale qui en fait oblige à des fonctionnaires à révéler un crime ou un délit. Donc nous, ça nous arrive aussi et on a travaillé avec parfois des services parce qu'il y avait une révélation d'un acte qui était d'une telle gravité que voilà, le médecin et les professionnels considèrent que c'est compliqué parce que justement révéler l'institution, en fait l'établissement, alors pour nous le CHU, qui va révéler cette information au niveau de la justice pour que les faits s'arrêtent. C'est-à-dire qu'en fait on déporte un peu l'idée que c'est pas le médecin qui va révéler ou le professionnel de santé, c'est l'institution parce qu'elle a une obligation aussi vis-à-vis de la loi avec cette obligation de révélation. Donc voilà, ça peut permettre aussi des fois de prendre du recul et c'est une possibilité qui existe. Et je voyais parce qu'on a déjà travaillé par exemple avec le CJA sur ces révélations, de telles révélations, pour justement que s'il y a rupture, ça sera pas au niveau, en tout cas on pourra. C'est plus facile de dire que c'est le CHU, l'institution pour laquelle vous travaillez, qui a dû révéler parce que c'était qu'une information et qu'elle était obligée par la loi, plutôt que le professionnel de santé. Après, effectivement, il y a des moments où les secrets révélés nous amènent à devoir faire des signalements, le professionnel de santé. Après, effectivement, il y a des moments où les secrets révélés nous amènent à devoir faire des signalements. Pour revenir un peu, je crois, à ce que vous disiez, peut-être il y a aussi à penser que dans le secret professionnel, il y a une dissymétrie entre
entre la fonction de dépositaire que nous incarnons, où nous sommes gardiens des secrets, mais nous sommes aussi intermédiaires. Intermédiaires parce que ce que l'on nous dit comme secret, on nous le dit en tant que professionnel, et donc en tant que soignant, pour ce qui me concerne, c'est-à-dire il s'agit d'un secret qu'on me dit, et dans ma fonction, je suis là pour peut-être accompagner l'enfant ou l'adolescent à une transformation, c'est-à-dire ce garçon qui vient de dire je vole, sans doute qu'il dit aussi qu'est-ce qu'on peut en faire ensemble pour que ça change. Mais effectivement, c'est hors cas de signalement. Madame, je suis d'accord qu'il faut travailler dessus, mais le problème c'est qu'il révèle quand même des faits inquiétants pour la société. Il viendrait me dire je vais me suicider. Mais même dans ce cas de figure, pour moi, il s'agit de le protéger, puisque de toute façon, s'il devient de plus en plus délinquant, le protéger sera aussi d'arrêter justement cette évolution-là. Et comme on s'adresse à des adolescents, donc par définition à des personnes qui sont en pleine évolution, d'où l'intérêt effectivement de ne surtout pas figer, y compris la question diagnostique, puisque comme vous l'avez dit, c'est vraiment à un moment précis, mais même lorsqu'il s'agit de signaler, pour moi il y a plusieurs recours possibles. Il y a, lorsque l'on travaille en équipe pluridisciplinaire, des dires révélés à différents membres de l'équipe. En cabinet libéral, il y a aussi pour moi la nécessité de voir qu'est-ce qui est la priorité, avec peut-être faire confiance aussi dans les ressources même de l'adolescent, aux adultes mais aux adolescents aussi, peut-être les accompagner en leur restituant la confiance dont ils ont fait part en disant justement ce qui les tourmente, que ce soit une agression, un vol, etc. Et même si c'est au prix d'un bris de l'alliance thérapeutique, on peut peut-être imaginer que ce qui est prioritaire, c'est que ce qui s'impose à lui, le viol, les attouchements, etc., s'arrête. Ça, c'est la priorité. Et peut-être qu'il pourra reprendre l'alliance thérapeutique avec un autre psy, une autre institution, un autre moment, une fois qu'il sera protégé. Donc même dans ce cas de figure, ça reste pour moi continuer à prendre, pourra reprendre l'alliance thérapeutique avec un autre psy, une autre institution, un autre moment, une fois qu'il sera protégé. Donc même dans ce cas de figure, ça reste pour moi continuer à prendre soin au sens plein du soin. Là, vous et posez de la prendre question, soin. c'est vrai que la question du libéral aussi, et c'est encore une question encore plus spécifique d'être dépositaire d'un secret et d'être peut-être un peu plus solitaire dans ces moments-là. On n'a pas l'institution pour être porté, être soutenu et peut-être déléguer cette tâche de signalement. Donc le secret peut-être empêche là pour le coup le professionnel. En tout cas, il est tenu au secret à ce moment-là, peut-être sur un plan de sa conscience professionnelle. En tout cas, il est peut-être plus en tension qu'on peut l'être peut-être en institution. Voilà. Mais j'aimerais juste le cas de l'adolescent tout à l'heure dont vous parliez. Vous disiez après plusieurs informations préoccupantes. On a le sentiment qu'en fait ça n'aboutissait pas, c'est ça Non, c'est qu'il y a toujours des révélations qui n'en finissent pas. Donc c'est plutôt sur la question à ce moment-là sur la crédibilité et jusqu'où des allégations. Ah voilà. Mon papa me tripote tous les matins, voilà. Et on sait qu'il y a aussi des spécialistes des révélations vraies, pas vraies. Est-ce que c'est à moi à définir faire une information préoccupante une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça continue. Enfin, ça prend du temps. Ça. Poser la question du crédit. Du crédit, et à ce moment-là, est-ce que je dois, puisque la loi m'impose, à la 50e fois, je caricature, mais si cette personne-là, cet enfant-là, en général c'est des filles, me disent à nouveau, papa me fait quelque chose, alors qu'il y a eu la justice qui est passée, qui fait souvent des non-lieux, parce que le problème c'est qu'elles ont besoin de faits, et c'est pas tellement les dires qui comptent, c'est les faits tangibles et concrets. Donc qu'est-ce que je fais à la 50e fois? Je continue à faire une IP, à pas une IP, je suis hors la loi. Et puis l'autre question, c'est le rapport aux parents, on n'en a pas parlé, mais parfois l'enfant et l'adolescent est un acteur faible, je trouve.
C'est-à-dire qu'il a droit à la parent. Et là, le secret, comment on l'oppose? Je sais que les CMPP ont été un peu secoués par les ARS, parce que se posait aussi cette question-là, quelles interventions auprès des parents, enfin, si j'ai bien compris, hein, vous me dites vous me corrigez si je me trompe, hein, mais quelle intervention et quel partenariat à avoir avec les parents. Oui. Donc, la question du secret aussi avec les parents. D'autant que souvent, ce sont les parents qui contactent les institutions. En tout cas, c'est un partenariat qu'on ne peut pas ne pas interroger systématiquement, puisqu'effectivement, ce sont les parents qui font la demande. Et j'ai envie de dire qui je pourrais être pour recevoir un enfant sans me poser la question de ce partenariat-là avec ses parents, de quel droit et effectivement, ça amène à des positions qui peuvent recevoir un enfant sans me poser la question de ce partenariat-là avec ses parents, de quel droit et effectivement, ça amène à des positions qui peuvent parfois paraître très paradoxales. C'est-à-dire qu'il est bien évidemment... Je crois que là aussi, il s'agit de comment on va pouvoir tisser... avec la famille, ce lien de confiance, qui fait que ce qui sera secret ne sera pas forcément vécu ou perçu comme quelque chose qu'il faut absolument dévoiler. Après tout, tous les secrets ne sont pas bons à dévoiler. Ou ce qui sera déposé de l'intimité ne sera pas répété aux parents comme ça, de manière brute, non transformée. Mais en même temps, on peut difficilement dire à des parents, je vais écouter votre enfant transformé. Mais en même temps, on peut difficilement dire à des parents, je vais écouter votre enfant et tout ce qu'il me dira, je ne vous en dirai rien. Ça n'a absolument... été souvent la position quand même de nombreux thérapeutes d'exclure complètement pendant des années, moi qui suis un vieux. Oui, opacité et transparence, tyrannie de la transparence. Mais sans doute que cette question du secret professionnel, ou en tout cas la question éthique qu'il y a derrière, elle se situe entre ce ne rien dire, qui n'a absolument aucun sens, et ce tout dire, ou cette transparence, qui n'a pas beaucoup plus de sens. Puisqu'après tout, il faut bien que pour se développer, qu'il y ait des espaces qui soient des espaces intimes et personnels. Alors, il n'y a pas de règle ou de recette. Moi, je sais que souvent, alors ça aussi en fonction des âges des enfants, mais j'essaie d'amener les choses sur le fait que ce qui est dit ou ce qui sera dit en séance ne sera pas répété tel que, mais que, bien évidemment, je le recevais tout à l'heure en début il y a des secrets que l'on ne peut pas garder tels que. Mais cet ajustement, il est dépendant à chaque fois et de tout un tas de contextes que je maîtrise pas. On a aussi des secrets dans le sens inverse. Les parents nous disant que cet enfant est issu d'un viol ou a été adopté et l'enfant ne le sait pas. Et nous, ça nous met quand même dans une position... enfin, moi, je ne veux surtout pas que mon enfant sache qu'il est issu d'un viol. Alors autant ça, je peux encore composer, mais quand c'est une adoption, je suis quand même plus embêté. Donc là, travailler ça avec les parents est parfois compliqué. Est-ce qu'il faut lever ce secret, pas ce secret? Enfin, je le fais pas, mais c'est une question que je... Alors je sais pas combien de temps il nous reste. Jusqu'à ce soir. Oui. Peut-être qu'il y a la question de la temporalité par rapport à ces questions, ou sans être dans l'urgence d'un éventuel secret que détiendrait l'un des parents, comment l'aider déjà à élaborer en pouvant déjà nous-mêmes désintoxiquer un petit peu ce qui pourrait être néfaste dans la révélation du secret si elle était révélée de façon trop abrupte, et pouvoir ça modifie, excusez-moi, ça modifie déjà notre position de savoir un secret qu'on ne peut pas dire à cet enfant-là. Moi, je suis tout le temps en train de me dire, fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu dis, quand on aborde notamment les relations parents-enfants. Mais peut-être du coup, pour moi, la question du temps et de la temporalité peut être intéressante. Alors, je ne sais pas si on peut faire un pont sur l'éthique.
en préparant ce colloque, j'ai repensé à un auteur qui avait défini l'éthique relationnelle, Madame Catherine Ducomanagy, donc la femme de Ivan Borsoumenyvinagy, qui comme deux façons, deux modalités d'être en relation avec les autres. Et nous sommes tous confrontés dans nos professions à comment être en relation avec l'autre pour mieux l'accompagner dans le soin, etc. Et il définit donc soit le vrai dialogue je-tu, soit celui de la relation je-cela, dans laquelle les autres sont des objets de nos actions ou de nos observations. Et dans ce cas-là, nous parlons d'eux, sans être en dialogue avec eux. Peut-être que pour moi, il y a cette notion dans nos transmissions, dans ce que nous souhaitons partager de secrets, par le secret partagé ou autre, qui justement est en lien avec cette éthique où l'on va respecter et où on va considérer la personne, non pas comme un cas clinique, comme un cas social, etc., mais vraiment pleinement comme une personne. Et en tant qu'assistante sociale et aussi en tant que thérapeute, il y a vraiment la question d'avancer, Madame Ducomanagy, pour définir justement cette notion d'éthique relationnelle, emploie la métaphore d'une ligne de crête en montagne, où il y aurait deux versants dans la relation à l'autre, et où on peut justement avancer comme ça sur cette ligne de crête, où il y aurait d'un côté l'importance d'envisager les problèmes moraux, donc aussi l'éthique en termes de relation à l'autre. Sinon, on risque de laisser la personne faire sans aucune référence et du coup dans une grande insécurité, peut-être comme le jeune qui vole et si on ne l'arrête pas, on le laisse dans son insécurité. Et puis la question de la responsabilité au sens de répondre de notre présence, d'être avec et de ne pas basculer du côté du pouvoir, de la prise de pouvoir dans la deuxième modalité, d'être finalement sans considérer la personne, mais finalement dans le jeu, cela de tout à l'heure. Oui, c'est la question du sujet qui est au centre, sujet-objet, voilà, le sujet qui reste sujet, et le protéger en tant que sujet. Je ne sais pas si on a encore 5 minutes. Pour terminer juste, alors c'est des questions voilà qui sont pratiques aussi qui se posent. Je l'évoquais en introduction, la question de l'information, du stockage de l'information, du dossier aussi en pédopsychiatrie, des notes personnelles aussi des thérapeutes. Je sais pas, que dit le droit justement par rapport aux notes personnelles, parce que c'est quand même essentiel dans notre pratique. Les notes personnelles, en y allant très rapidement, parce que. Oui. Je sais pas, que dit le droit justement par rapport aux notes personnelles, parce que c'est quand même essentiel dans notre pratique. Les notes personnelles, en y allant très rapidement, parce que oui. Voilà, encore une fois, en principe, si c'est vraiment des notes personnelles où vous avez, normalement, elles ne sont pas transmissibles. Sauf dans les cas où un juge viendrait demander à faire, dans le cadre d'une enquête pénale, à saisir ces documents-là, parce qu'un juge, il peut, dans le cadre d'une enquête pénale, saisir n'importe quel document. Donc, par exemple, elles ne sont pas transmissibles à des parents qui demanderaient accès au dossier médical de leur enfant. Les notes personnelles sont exclues. Pour autant, attention, s'il n'y a absolument aucun document et que les seuls documents, ce sera les notes personnelles, parce que comme on sait que c'est pas transmissible, et ben on n'a rien marqué dans le dossier, ça peut commencer à poser des difficultés. Donc nous, on a tendance à inciter quand même les professionnels à garder, à faire des comptes rendus de consultation, à avoir leurs notes personnelles et à savoir transmissible, et ben on n'a rien marqué dans le dossier. Ça peut commencer à poser des difficultés. Donc nous, on a tendance à inciter quand même les professionnels à garder, à faire des comptes rendus de consultation, à avoir leurs notes personnelles et à savoir qu'est-ce que vous voulez communiquer aux parents. Tracez-le dans un document qui, lui, sera mis dans le dossier médical et pourra être transmis pour éviter, arriver à avoir une transmission en fait avec un dossier qui sera totalement vide. Et alors là, avec un risque derrière, potentiellement d'avoir peut-être un changement de jurisprudence, même si les textes disent que les notes personnelles ne sont pas transmissibles. Et après, dans les textes, c'est les notes transmissibles des médecins. Ne sont pas visées les autres professions.
Donc voilà, c'est pour ça qu'on a tendance, par exemple pour les psychologues, à leur conseiller encore une fois, d'accord, ils ont des notes personnelles, mais de tracer dans des comptes rendus quelles informations ils veulent potentiellement communiquer en cas de communication du dossier. Voilà. Et là, c'est tout l'art et la manière de savoir comment dire sans dire. Ouais, mais voilà. c'est pour ça que c'est important, parce que sinon, si jamais il y a ils veulent potentiellement communiquer en cas de communication du dossier. Voilà. Et là, c'est tout l'art et la manière de savoir comment dire sans dire. Ouais, mais c'est pour ça que c'est important, parce que sinon, si jamais il y a juste leur note personnelle, au bout d'un moment, quelle information va passer, et potentiellement on pourrait avoir, alors si vous travaillez dans un établissement public, la commission d'accès aux documents administratifs qui donnerait un avis favorable à la communication de notes personnelles de psychologues, par exemple. Je ne parle pas vraiment, encore une fois, j'exclus les médecins parce qu'il y a un texte particulier qui exclut normalement leurs notes des communications, et on pourrait se retrouver dans une telle situation. Donc attention à ça, vous pouvez, effectivement, les notes personnelles, vous pouvez en tenir, mais il faut quand même avoir derrière quelque chose qui est potentiellement communicable à la famille, notamment dans le cas des mineurs. Oui, et puis il y a un vrai questionnement là qui va se poser, en tout cas dans les institutions, c'est par rapport à l'informatisation des dossiers. Et voilà, en fait, de ces informations-là, c'est quand même un vrai sujet, ça. Ma toute petite expérience me fait penser que les dossiers informatisés tendent à l'appauvrissement de toute la réflexion qu'on pourrait avoir auprès de la situation d'un enfant, d'un adolescent et d'une famille. Oui, parce que ça fige les choses. Ça fige les choses, et puis souvent pour des histoires aussi je vous regarde à vous parce que vous incarnez la loi, pour des histoires de loi. Est-ce que on peut se retrancher derrière des notes personnelles, mais est-ce que là, ce que j'écris, est-ce que du coup, ça m'implique? Alors, on fait signe. On va poursuivre avec des questions, parce qu'il y en a quand même pas mal en fait, et qui font sens avec les propos que vous tenez notamment actuellement. Il y a une question sur on peut cacher les antécédents de son propre médecin, mais le DMP à son propre médecin, pardon. Pourtant, certains en psychiatrie ou en gériatrie ne sont pas en mesure de donner un accord lucide à un moment donné. Les dossiers scolaires ou MDPH laissent des traces dans un parcours de vie. Que deviendront les dossiers et les données de ces enfants? Ça vient un peu corroborer ce que vous venez d'échanger. Je ne sais pas si vous avez des éclairages là-dessus. Qui veut répondre? Quand je remplis, moi, la MDPH nous demande d'indiquer un diagnostic systématiquement. Alors, en codification CIM-10, donc classification internationale des maladies, 10e, alors qu'on est déjà en retard, puisqu'il y a déjà la 11e qui est sortie. Et c'est vrai que ça peut être problématique. Moi, je répète que pour un enfant, surtout plus il est jeune, quand je les vois, moi souvent ils vont très mal. Je suis pas sûr que le diagnostic que je mets à ce moment-là sera identique dans 5-6 ans, lorsqu'il sera adolescent, lorsqu'il ira mieux, enfin je l'espère. Voilà. Et par contre, ça va rester dans le dossier MDPH, oui. Oui, c'est pour réalité. Alors, j'avais juste envie de livrer une expérience très personnelle quand je rédige un bilan psychologique. Donc, j'ai reçu un enfant, j'ai passé une batterie d'examens. Et je fais un compte rendu que je vais donner à ses parents, et je me raconte une histoire. C'est une histoire que je me raconte, que j'ai empruntée à une collègue parisienne qui s'appelle Hélène Suarez-Labatte. J'écris ce bilan en imaginant que cet enfant que je vois, un jour il aura 30 ou 35 ans, il fera le déménagement de ses propres parents, et dans les dossiers il retrouvera ce bilan psychologique, et j'essaie d'écrire avec tous les mots qu'il faut pour définir la situation. J'essaie d'écrire, ou je pense à cet enfant qui aura 30 ou 40 ans et qui retrouvera des éléments de ce qui s'est passé, qui aura 30 ou 40 ans et qui retrouvera des éléments de ce qui s'est passé pour lui quand il avait 5 ou 6 ans. Alors, ça ne répond en rien juridiquement, mais ça me permet d'imaginer une forme de temporalité qui me permet d'avoir toujours à l'esprit que ce que j'écris parle de l'ici et du maintenant, et que je ne sais pas trop dire comment cela bougera après. Voilà ce que ça m'évoque, cette question. Je vais juste répondre d'un point de vue, encore une fois, juridique.
D'un point de vue juridique, en fait, effectivement, les données qu'on peut inscrire dans un dossier vont rester. Après, c'est la question de la communication de ces données. Qui va y avoir accès quand un mineur devient majeur? La seule personne qui pourra dorénavant accéder à son dossier, c'est lui-même, sauf s'il est sous une mesure de tutelle ou d'habilitation familiale avec accès. Quand un mineur devient majeur, la seule personne qui pourra dorénavant accéder à son dossier, c'est lui-même, sauf s'il est sous une mesure de tutelle ou d'habilitation familiale avec une personne habilitée à le représenter, où là, potentiellement, cette personne-là aura accès à son dossier. Mais voilà, déjà, ça protège c'est censé protéger, en tout cas garantir, ce qui veut dire que des parents qui demandent le dossier d'une personne, d'un enfant qui est maintenant devenu majeur, même si son anniversaire c'était la veille, ne pourront plus avoir accès à ces données. Après, effectivement, il y a du travail qui est en train d'être fait avec une nouvelle réglementation qui est apparue pour certaines pathologies, notamment pour protéger les mineurs qui ont une pathologie, notamment des cancers, pour que, au bout d'un moment, il n'ait plus à justifier auprès d'assurance le fait qu'ils ont été malades, mais les pathologies, si je me permets, il faut toujours penser que, par exemple, je parle pas pour la MDPH, et parce que là, effectivement, on n'a pas accès, mais quand un patient, il va transmettre, une personne va demander son dossier médical, en tout cas pour le donner à une assurance, c'est jamais envoyé directement à l'assurance. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a et c'est lui qui décide quelle information. Alors effectivement, on va pas se leurrer que dans la réalité, il va être obligé de fournir les informations, mais il peut quand même, trier ces données, et là après ça devient, ce n'est presque plus de notre ressort. Et après, en termes d'archivage, il faut savoir que, et ça c'est valable pour les établissements publics, puisque dans le privé, les médecins et autres professionnels ne sont pas tenus par les mêmes règles, même si les assurances ont tendance à demander, c'est normalement un dossier médical est conservé pendant 20 ans à partir de la dernière hospitalisation, et pour un mineur, après sa majorité. En fait, vous gardez 20 ans après la majorité. Ces questions d'archivage et de règlement, ce sera effectivement plus accessible. Mais c'est pas que la question des mineurs, on a aussi la question des majeurs. Nous, on a eu un dossier il n'y a pas très longtemps avec une dame qui a fait des tentatives de suicide et qui disait qu'elle en a assez, qu'à chaque fois qu'elle est hospitalisée, alors que ça fait 10 ans, 15 ans qu'elle a tenté de se suicider, les médecins, quand ils l'examinent, ils voient son dossier, ils voient qu'elle est venue pour une tentative de suicide et ils lui parle de cette tentative de suicide, qu'elle estime qu'elle est passée à autre chose et que c'est plus ça. Et donc c'est la question aussi, encore une fois, de quelle information je partage et à quel moment quelle information doit être disponible. Et ça, tout le débat qui nous réunit encore aujourd'hui. Oui, puis ça pose aussi la question, on n'aura pas le temps d'aborder, de la stigmatisation aussi par rapport à la santé mentale et tout ce que ça peut véhiculer aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions On va encore se laisser 5-10 minutes de questions, parce que je pense que ça anime beaucoup les débats, il y a beaucoup de questionnements par rapport à cette thématique-là notamment. Il y a d'autres questions On va encore se laisser 5-10 minutes de questions, parce que je pense que ça anime beaucoup les débats, il y a beaucoup de questionnements par rapport à cette thématique-là notamment. Il y a deux questions qui sont un peu liées. On vous en avait parlé tout à l'heure, mais pose la question de la révélation, et notamment sur la prise de substances toxiques. Voilà. Est-ce que, pour un professionnel travaillant en PMI notamment, là, c'est ça la question. Et celle qui sera un peu, peut-être si vous voulez répondre déjà à celle-là, mais je vous pose la seconde, qui nous dit: nous prenons en charge des enfants dont au moins un des parents est suivi en psychiatrie et pour lesquels nous pensons que la pathologie des parents impacte les compétences parentales et la prise en charge de l'enfant, voire le met en danger. Il est très compliqué de pouvoir échanger des informations avec les psychiatres adultes sur ces questions-là, alors que cela pourrait aider à une meilleure prise en charge de l'enfant. En fait, c'est un peu dans les deux sens finalement de la révélation. Voilà. On peut se lancer dans un début de réponse. Donc si je comprends bien, c'est sur la consommation toxique. Mais dans un cas, c'est chez l'adolescent et d'autres cas, chez les parents. Ouais. En tout cas, c'est sur un comportement qui mettrait en danger, finalement. C'est sur la révélation d'un comportement qui mettrait en danger à la fois l'enfant lui-même, et comment on le révèle, est-ce qu'on le révèle aux parents, voilà, et parfois il y a le comportement des parents qui mettrait en danger l'enfant
Et qu'est-ce que je révèle aux autres professionnels? Alors ça me pose aussi la question de ce qu'on appelle les compétences parentales, hein, je travaille aussi avec des services sociaux c'est quand même très compliqué d'évaluer en France. Il y a des référentiels dans d'autres pays, mais en France c'est quand même très compliqué d'arriver à évaluer selon des grilles standardisées, internationalement reconnues. Donc c'est quand même compliqué d'évaluer ces compétences parentales. Alors quand il y a une pathologie parentale, et c'est souvent très compliqué à ce moment-là, s'il faut faire des informations préoccupantes, d'arriver à avoir suffisamment de faits pour démontrer que le climat familial, les dysfonctionnements familiaux sont délétères au bon développement de cet enfant. Donc ça c'est un point. Ensuite pour les consommations j'ai compris que c'est une question d'une PMI. C'est une PMI qui se pose la question de la consommation de l'enfant en PMI. Oui, c'est ça, j'ai bien compris. Les PMI en général, ça s'arrête quand même très tôt. Donc je suis quand même étonné que. Bon. Alors la consommation, on sait qu'en France, on est les premiers consommateurs de psychotropes adultes, hein, qui sont pas forcément prescrits par des médecins spécialistes. Hein, c'est plutôt les médecins généralistes qui les prescrivent. On sait nos psychotropes adultes, hein, qui sont pas forcément prescrits par des médecins spécialistes. Hein, c'est plutôt les médecins généralistes qui les prescrivent. On sait les nouvelles générations consomment énormément de cannabis. Hein. À chaque fois, on est assez effaré des taux de consommation régulière, non pas dans l'abus, hein, quand on est dans l'abus et de façon régulière. Le secret n'est pas à révéler. Hein, je me trompe pas, j'espère. Par contre, toujours pareil, est-ce qu'on est devant une personnalité qui risque de virer vers l'addiction? Est-ce qu'on est dans l'expérimentation? De décompenser. Là, le travail n'est pas forcément dans le secret, mais le travail, d'autant plus qu'en général, les parents, s'ils ne voient pas... Alors, il existe aussi des phénomènes, ce qu'on appelle de cécité parentale. Moi, j'avais été effaré, selon les consommations, s'ils ne voient pas... Alors, il existe aussi des phénomènes, ce qu'on appelle de cécité parentale. Moi, j'avais été effaré, selon les consommations, mais aussi chez les anorexiques mentales. On a des parents qui ne voient pas leur enfant maigrir à vue d'œil. On voit des parents qui ne voient pas leur enfant consommer et rentrer dans un état second. Certains parents ne le voient pas. Donc ça, c'est quand même très interrogeant, à tel point que là aussi, on peut se demander quel est le dysfonctionnement parental et jusqu'où on doit révéler donc aux autorités juridiques et sociales ce dysfonctionnement. Je ne sais pas si je réponds aux questions, mais c'est ça qui m'est venu en tête. Moi, je rebondis vraiment dans votre sens par rapport à l'évaluation des capacités et compétences parentales, où effectivement, pour moi, c'est important de ne pas généraliser. À la fois, c'est important parfois que les choses restent parfaitement étanches avec un parent qui est suivi pour X raisons avec un diagnostic psychiatrique. Si la personne, le professionnel, est saisi et s'inquiète par rapport à l'enfant et l'adolescent, qu'est-ce qu'il en est justement de l'évaluation, en prenant appui ou pas sur les grilles qui existent mais qui sont effectivement peu exploitées en France, pour voir si dans ce cas précis, sans généraliser et sans stigmatiser justement le fait que par définition il y aurait un problème psychiatrique chez un parent qui entraînerait forcément telle ou telle conséquence. Il y a toujours bien sûr un impact, mais il y a toujours un impact dans les familles sur le bain de parole, le bain émotionnel dans lequel évolue l'enfant, l'adolescent. Donc comment on évalue effectivement et qu'est-ce qui impacte de façon délétère, éventuellement au point de signaler, non pas signaler pour signaler, mais pour que soit mis en place une aide, une protection, etc. D'où l'intérêt de travailler aussi avec les services de psychiatrie adulte, dont on n'en fait pas partie de la même structure, puisque j'ai compris que ça pouvait aller jusqu'au GHT, mais si c'est pas du tout la même structure, est-ce que ces données peuvent être échangées entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte? La complexité, c'est que vous êtes sur en fait deux personnes différentes, c'est-à-dire qu'on a les parents et l'enfant. Donc on n'est pas là, il n'y a pas, à ma connaissance, peut-être que voilà, mais il n'y a pas de réponse en fait là-dessus, à part avoir l'autorisation des parents, peut-être pour contacter les médecins, le médecin qui le suit. Alors là, pour obtenir le consentement, à mon avis, ça sera dans la réalité très délicat.
En tout cas, on n'est pas dans la notion légale de secret partagé, et en tout cas, c'est pas permis, parce que là, on est carrément avec 2 personnes différentes et 2 patients potentiellement différents. Donc là, oui, mais c'est une même famille. Ouais, oui, mais c'est 2 patients. Donc c'est le même problème où là je voyais dans le chat, je me permets de répondre à une question où quelqu'un qui parlait des informations qui peuvent être faites sur des révélations ou des choses qu'on doit informer sa famille. Est-ce que c'est permis? La réponse est légalement non. Vous êtes tenu par le secret professionnel. Là, il y a eu de la jurisprudence qui a bien dit que la révélation, c'est pas une non-assistance à personne en danger de ne pas informer, par exemple, le compagnon d'une femme qui serait séropositive. En tout cas, c'est pas permis et ça ne fait pas partie des permissions par la loi de faire cette révélation aux membres de la famille, sauf autorisation du patient lui-même. Par contre, lui, le patient sera responsable, et notamment pénalement, s'il contamine la patiente d'ailleurs, elle contamine son conjoint. Donc c'est à peu près la même, si vous voulez, c'est les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y a toujours des limites, et notamment la limite, elle va vraiment se passer entre qui est le patient. Et là, en l'occurrence dans la question, c'est sûr que ça fait partie à mon sens, des choses qui ne sont pas, en tout cas, prévues par la loi, est-ce que effectivement on peut parler avec un professionnel de santé d'un patient autre que mon patient du patient principal. Est-ce que effectivement on peut parler avec un professionnel de santé d'un patient autre que mon patient du patient principal. Et là-dessus, la loi n'a pas répondu sur ce point-là. Ça sera peut-être une future évolution. Ça pose la question aussi des fratries. Bon, on va prendre juste une dernière question, parce que comme le disait Monsieur Boularan tout à l'heure, on pourrait rester là jusqu'à ce soir pour échanger autour de ces sujets-là. Juste une question sur personne qui dit, pour revenir sur le moment où vous discutiez de la transmission ou non à l'école d'informations sur la pathologie de l'enfant, peut-être qu'il est possible de ne transmettre que les symptômes et pas le diagnostic, ce qui leur permettrait d'adapter leur accompagnement éducatif tout en respectant le secret. Pour ma part, je pense que les intervenants éducatifs peuvent être intégrés à l'équipe, étant donné qu'ils participent au développement de l'enfant, essentiellement quand on réalise une prise en charge holistique. Voilà. Les intervenants éducatifs peuvent être intégrés à l'équipe, étant donné qu'ils participent au développement de l'enfant, essentiellement quand on réalise une prise en charge holistique. Voilà. Une bonne question et puis une réflexion. C'est souvent plutôt l'éducation nationale qui nous donne les symptômes. C'est bien pour ça qu'ils sont repérés, c'est parce qu'ils ont des symptômes. Ouais. Et vous avez la question, je pense que c'était dans la difficulté en tant que professionnel de partager, enfin voilà, avec est-ce que l'éducation nationale est considérée comme faisant partie des équipes du soin? Est-ce qu'il n'y a pas un peu confusion là dans les fonctions de chacun? C'est sûr qu'il y a nécessité qu'elle dispose d'un éclairage, effectivement, pas forcément sur les symptômes. Enfin, je ne sais pas si c'est qu'est-ce qu'on entend par symptômes à ce moment-là, parce que ils sont les premiers finalement témoins des troubles, hein, manifestes. D'autant plus que c'est un PP, souvent la porte d'entrée, c'est quand même la question d'étiologie, etc. Là, c'est peut-être plus délicat. Ils sont les premiers finalement témoins des troubles, hein, manifestes. D'autant plus que c'est un PP, souvent la porte d'entrée, c'est quand même la question d'étiologie, etc. Là, c'est peut-être plus délicat. Mais bon. Mais parfois, il y a une conséquence avec une nécessité de partage. Mais alors, je crois qu'il y a le médecin scolaire, le psychologue, l'assistant social, l'infirmière scolaire qui peuvent après en interne partager ou pas qui font avec les relais, les autres membres de leur propre équipe. Mais par exemple, si je pense à un adolescent qui a besoin de l'aménagement d'un PAI pour pouvoir avoir un accompagnement. Pardon. Un PAI. Ah pardon, un accompagnement, c'est-à-dire un projet d'accompagnement individualisé. Voilà, pour pouvoir aménager les cours en lien avec la prise en charge. Par exemple, un jeune qui sortirait d'hospitalisation et qui a besoin après, au long cours, de venir en consultation à l'hôpital de jour et qui a besoin d'aménager son temps scolaire. Donc là, il y a un minimum d'informations nécessaires à partager pour cette mise en place et pour que l'accompagnement soit cohérent globalement. Oui, non, j'ai rien à ajouter. Effectivement, l'idée qui me vient, c'est aussi que finalement,
Il faudrait demander à cet enfant d'être à la fois un enfant, un patient, un élève, et sans doute que c'est à nous, les professionnels de la santé, de l'enfance et de l'école, de trouver des mécanismes pour que les choses trouvent des moyens de partage qui soient pas forcément directs, parce que quand l'enfant est à l'école, il est à la fois un enfant, un élève et un patient, mais c'est difficile pour lui de trouver quelle casquette ou comment changer de casquette. Je crois qu'effectivement, c'est le travail de partenariat qui va nous permettre du regard des parents par rapport à l'éducation nationale aussi. Est-ce que les parents souhaitent que l'éducation nationale sache Ça dépend du diagnostic. Oui. Quand c'est une hyperactivité, ils le veulent. Oui. Et même l'adolescent, alors le point de tension peut être également entre nous, les professionnels, où nous pourrions penser qu'il y a nécessité à partager une information. Et par exemple, je pense à une adolescente, et là pour le coup, il y a à nouveau la temporalité qui joue, une adolescente qui était hospitalisée. On aurait pu penser que c'était intéressant de partager avec le médecin et l'assistante sociale scolaire. Pour autant, elle n'était pas à ce temps-là, et elle a demandé pendant un temps que ça reste étanche. Pendant son suivi avec le psychologue et le psychiatre en consultation, elle a souhaité garder étanche certains dires, et c'est seulement après qu'elle a pensé justement l'utilité du lien que... Sur ces derniers mots, merci à tous d'avoir participé à cette table ronde, fort enrichissante. Voilà, la journée se continue, se poursuit.